Oui, bonjour et bienvenue sur IK News. Nous sommes en direct depuis Nouakchott avec Monsieur Mohamed Ould Borbos, qui est un ancien ministre du Sport et président du Parti de la Construction et du Progrès du côté de la Mauritanie. Monsieur Borbos, bienvenue sur IK News. Je vous laisse vous présenter en quelques lignes et nous entrons directement sur le sujet. Monsieur Borbos, vous m'entendez? Merci beaucoup. Laissez-moi vous remercier de m'avoir offert cette opportunité de m'adresser à vous et à travers vous, vos auditeurs, pour vous parler de ma modeste personne, mon parcours politique, mais aussi de ce livre qui est mon premier dans le domaine de la littérature. Donc, je suis professeur de carrière. J'ai été maire de la commune d'Elmina de 2001 à 2006. J'ai été ministre sous le gouvernement de Sidi Mohamed Cheikh Abdallahi en 2008. Je suis actuellement président d'un parti politique qui s'appelle le Parti de la Construction et du Progrès, PCP. Voilà un peu, très brièvement, une présentation de votre modeste serviteur. Monsieur Borbos, avant de parler de votre livre, nous allons parler un petit peu de la situation politique en Mauritanie et surtout des droits de l'homme. Aujourd'hui, nous savons que la Mauritanie a un nouveau président. Vous m'entendez? Nous savons que la Mauritanie a un nouveau président. Donc, qu'en est-il aujourd'hui de la situation politique, mais surtout de la lutte pour les droits de l'homme? Oui, je vous entends parfaitement. Nous savons que il y a beaucoup de Noirs mauritaniens qui militent, qui luttent pour l'égalité et que voilà, les choses ne sont pas parfaites malheureusement partout. Merci beaucoup de m'avoir adressé cette question qui, de mon point de vue, est d'actualité. Vous savez, nous avions été très contents de cette alternance qu'a connue notre pays et qui, pour nous, était une lueur d'espoir à même de nous permettre de pouvoir mieux nous ancrer dans ce qu'on appelle cette démocratisation que vit notre monde et surtout l'Afrique. Ces comportements, ces promesses n'ont pas laissé indifférents beaucoup de Mauritaniens, tellement ils ont envie de voir la situation changer et ils sont jaloux de ce qui se passe autour d'eux et dans le monde. Pour dire vrai, le président entrant a promis beaucoup de choses. Mais je dois dire de façon très sincère que jusqu'à présent, nous n'avons pas encore vu les choses bouger réellement. Les promesses sont là, mais la réalité est tout autre. Même si en réalité, l'arsenal juridique est là. Quelques juridictions avaient été mises sur pied pour parer aux problèmes qui étaient là et permettre aux victimes de pouvoir s'adresser à elles, éventuellement, pourquoi pas, trouver gain de cause. Nous pensons également que jusqu'à présent, même si les organisations des droits de l'homme font leur petit bonhomme de chemin, essaient d'élever la voix et de présenter la situation qui est celle de notre pays du point de vue des droits de l'homme, nous pensons qu'il reste encore beaucoup de choses à faire pour que nous puissions mettre le pays sur les bonnes rails. Donc, c'est dire que, très sincèrement, on a entendu ce qui a été la volonté politique de l'homme, mais nous attendons de voir quelque
chose encore de concret. Même si, encore une fois, je suis un des soutiens de ce président entrant. Monsieur Borbos, beaucoup de personnes parlent du fait que la Mauritanie est un pays comparé au Mali ou en tout cas dans d'autres situations au Sahel, en tout cas stable, parce que jusqu'ici, le gouvernement mauritanien parvient en tout cas à endiguer la question du terrorisme. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez de la situation d'une manière générale du Sahel et surtout de la situation du Mali, où on sait que les djihadistes, on ne va pas dire gagnent du terrain, mais même quand même provoquent une situation instable? La situation du Sahel est préoccupante. Dans la mesure où en réalité, il ne passe pas un jour où nous voyons des attaques des djihadistes contre des paisibles citoyens et des morts d'hommes, parfois même des génocides. Ceci est valable pour le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Mali, et parfois même le Tchad et le Niger. Je sais que heureusement, nous en Mauritanie, la situation est sécuritaire exemplaire pour certains. Ce qui a été un peu le fort du président sortant. Mais il n'en demeure pas moins qu'en réalité, si la case de votre voisin brûle, vous avez peur de voir la vôtre brûler également. Et en réalité, nous sommes frontaliers du Mali. Nous savons qu'en réalité, nos frontières sont extrêmement longues et larges et qu'elles sont poreuses, ce qui veut dire en réalité que, quelle que soit la vigilance de nos forces de l'ordre et de sécurité, il n'est pas dit que nous sommes à l'abri d'attaques, à Dieu ne plaise. Mais je dois dire en réalité que très sincèrement, au niveau du Mali, cette situation qui perdure, mais également cette instabilité, cette volonté de certains de vouloir voir le président Ibeka déguerpir, en dit long sur la précarité de la situation au niveau du Sahel, mais surtout au niveau du Mali, qui est notre pays riverain, qui est le pays riverain du nôtre, et qui en réalité, s'il est touché, on n'est pas à l'abri de ce qui va se passer au niveau de ce pays-là. On voit aussi que pour certains, pour de nombreux citoyens, que la Mauritanie s'en sort très bien par rapport à la lutte contre Covid-19. Quel est le secret des Mauritaniens ou quel est le point, quelle est la situation actuellement avec Covid-19? Bien, en réalité, cette pandémie a préoccupé tout le monde. Nous sommes un des pays les plus vulnérables du point de vue moyen économique et financier, du point de vue couverture sociale, du point de vue civisme même de nos populations. Mais je dois dire que au début, ça a été très encourageant parce que non seulement nous n'avions pas été parmi les premiers à avoir subi les attaques du Covid-19, mais la volonté du gouvernement à vouloir sensibiliser les citoyens, les moyens mis en œuvre pour que certaines règles soient respectées, a pu aider en certains moments à circonscrire le mal à Nouakchott.
Et comme vous l'aviez vu, les victimes vont en décroissant, dans la mesure où en réalité, parfois, on a quelques 50 cas, on a parfois quelques 40 cas d'individus atteints. Mais il faut dire que c'est un mal qui est extrêmement dangereux et les autorités, en dépit des moyens mis en œuvre, qui parfois ont connu quand même ont connu parfois des hicks, dans la mesure où la prise en charge du citoyen lambda n'a pas toujours été au niveau des attentes et des espoirs du citoyen. La manière par laquelle on a cherché à recenser les citoyens vulnérables et à faire de sorte à ce qu'ils puissent entrer en possession des appuis qui leur avaient été destinés, ça quand même a laissé à désirer. Mais il faut dire que heureusement, jusqu'à présent, nous pensons que la pandémie perd un peu de sa vitesse et nous ne pouvons que nous en réjouir. Nous savons que même dans les pays développés en Europe ou dans le reste du monde, la crise sanitaire va laisser des conséquences, en tout cas va laisser des traces sur l'emploi que nous savons dans nos pays. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui, après les études, cherchent du travail. Quelle réponse doit apporter aujourd'hui le gouvernement mauritanien face aux besoins d'emploi, à la création d'emplois pour les jeunes ou pour la population? Encore une fois, je vous ai dit que le programme de Mohamed Ould Ghazouani est extrêmement ambitieux. Je dois rappeler également très sincèrement que nous avions cru en cet homme. Mais je dois quand même dire que nous attendons encore de voir se réaliser ses attentes et ses aspirations. J'ai vu au niveau du département chargé du travail et des sports quelques entreprises qui, de mon point de vue, sont un peu timides et qui, jusqu'à présent, n'ont concerné que quelques secteurs de la vie et des plus réduits. Quand on parle, par exemple, de chauffeurs, quand on parle de projets ou d'activités génératrices de revenus, bon, ceci n'englobe en rien les détenteurs de certificats ou de diplômes au niveau du supérieur. Cela n'englobe pas du tout ces diplômés qui sont là et qui chantent depuis quelques années et qui, du point de vue de certains, atteignent à peu près plus de 30%. Donc, c'est dire que, pour dire la vérité, il y a des engagements forts, il y a des promesses alléchantes, mais nous voudrions bien voir ces choses se réaliser sur le terrain. Nous voudrions bien voir le citoyen mauritanien profiter de façon effective de ce qui a été promis et enfin de ces programmes qui sont là et qui en réalité attendent d'être exécutés. Vous m'excusez juste, à côté de vous, si votre appareil téléphone, en même temps que si vous avez deux appareils, j'ai l'impression que ça résonne, mais le son peut être amélioré, mais sinon, c'est pas grave. Alors, dites-moi, maintenant, nous allons entrer dans le vif du sujet concernant vraiment votre livre. Dites-nous, quelles sont les grandes lignes de votre livre? Je vais essayer de l'afficher. Oui, je vous entends très bien. Je vous entends. J'essaie juste de trouver votre J'y reviens. Nous allons juste maintenant parler de votre livre, les grandes lignes de votre livre, qui est avec le titre L'enfer, hier dans le corps, aujourd'hui dans l'âme, que le coq ne se repose jamais. Je pense que vous allez même nous expliquer et nous revenir sur le titre, qui est original en tout cas.
Vous m'entendez? Oui, si je Allô, allô. peux me prononcer sur la commission. Le son n'est pas bon. Le son n'est pas bon. Allez-y, allez-y. Je voudrais quand même, avant de me prononcer sur la... Allez-y, on vous entend. Allez-y. Est-ce que je peux me prononcer sur l'enquête parlementaire? Bien sûr, allez-y. Non, je voudrais dire que par rapport à la commission d'enquête parlementaire, la CEPE est de mon point de vue une nécessité chez nous. Pourquoi pas partout en Afrique? Mais faut-il qu'elle puisse donner le mieux d'elle-même, d'être impartiale, d'être loin du népotisme, loin du clientélisme et de toute tentative de chasse aux sorcières. Je crois qu'elle se doit d'être une cour de justice ayant des prérogatives lui permettant de jouer le rôle qui lui est dévolu et qu'elle doit être composée, de mon point de vue, d'hommes et de femmes intègres, mus par l'intérêt national et l'intérêt national seulement. On ne veut pas de règlement de compte en Mauritanie. Cela ne nous sert pas du tout. Et nous pensons qu'en réalité, les prérogatives que nous visons échues sont extrêmement importantes, extrêmement vastes, mais nous voudrions que cela fasse école et qu'en réalité, tout le monde sache qu'elle est là pour tout le monde, pas pour un tel ou un tel autre, pas contre un tel ni un tel autre. Donc, ceci dit, par rapport au roman, il s'agit d'un roman intitulé L'enfer, hier dans le corps, aujourd'hui dans l'âme. Que le coq ne se repose jamais. Donc, j'ai voulu, à travers ce roman, parler de 3 à 4 thèmes essentiels. Le premier est l'itinéraire d'une famille d'esclaves. Les embûches qu'elle a pu connaître à travers sa vie, l'attitude de la société en tant que telle, mais également des régimes en place de l'État mauritanien, de ses structures, de ses départements, de son administration vis-à-vis de ce qu'on appelle l'esclave. La réussite de l'enfant, malgré les ambitions, son assassinat n'a pas été ou qui n'a pas pu se faire à un moment donné sans le concours du maître. Abd Islam Arbi est né dans une famille esclave. Il a grandi esclave. Il a eu son diplôme esclave. Dites-nous en quelques mots l'essence de votre roman, en quelques mots. Est-ce que je dois reprenez s'il vous plaît, en quelques mots l'essence, les grandes lignes de ce livre. Et vous nous expliquez aussi le titre qui est original. Bon, voilà. Donc, je dis, essayez de reprendre le maximum possible. Essayez de nous donner tout parce qu'on n'entendait plus rien. Voilà. J'ai dit que l'enfer, hier dans le corps, aujourd'hui dans l'âme, que ne se repose jamais, se veut d'illustrer
la situation ou l'itinéraire d'une famille d'esclaves. Eh bien, l'esclave est celui qui a connu les mauvais traitements. L'esclave est celui qui a connu, à un moment donné, la vente, la spoliation de ses biens, le partage de son héritage en son absence. Donc, et ceci, il l'a connu à un moment donné dans sa chair. Maintenant, il le connaît dans son âme parce qu'il sait qu'il est maltraité. Il sait qu'il est citoyen de seconde zone. Il sait qu'il est un sous-homme. D'où le titre, l'enfer. Donc, c'est le châtiment. L'enfer hier dans le corps. Hier, il était dans le corps. Il était susceptible d'être battu. On pouvait le battre, le vendre, le faire travailler sans rémunération. Maintenant, même intellectuel, même à un niveau parfois supérieur à celui de ses maîtres, il vit cet esclavage dans son âme. Comment il est traité par la société et comment même l'État en tant qu'institution le traite. J'ai dit tantôt qui s'est résumé à vécu. Islam Arabi fils jusqu'à sa sortie de l'esclave, mais également l'attitude de l'État en tant qu'institution vis-à-vis de cet esclave. La réussite de cet enfant d'esclave dans ses études, son ascension sociale qu'il a eue grâce à l'intervention de son maître, il en sera déchu également par son maître. Sa prise de conscience, lui, en tant que fils d'esclave, de la nécessité de dire non et de refuser de se compromettre et de s'imposer en tant qu'homme à l'égal de tous les autres. Donc ceci est l'un des thèmes du roman que j'ai voulu mettre en exergue et montrer un peu la dichotomie entre le vécu d'un esclave, qu'il soit ignorant ou qu'il soit instruit ou même intellectuel, qu'il ait un bagage à même de lui permettre de pouvoir se singulariser ou qu'il n'en ait pas. La société étant ce qu'elle est, donc la réalité de ce qu'on appelle l'esclave en Mauritanie. Donc, le deuxième thème est celui qui est relatif à ce clin d'œil sur le rôle du mouvement Al-Hurr, l'organisation de libération et d'émancipation des Haratines, la conscientisation qui a été le credo ou le credo de ce mouvement, de ces Haratines, et leur volonté de vouloir dire non à un passé obscurantiste et qui les a maintenus dans l'ignorance, dans l'exclusion, dans la privation, et qu'ils veulent voir changer. Mais également, je n'ai pas voulu taire un peu ou me taire sur le procès qui a été celui des dirigeants de ce mouvement et qui a connu une issue heureuse grâce à l'œil de la communauté internationale qui a quand même été consacrée par leur libération et la promulgation d'une loi, même si en réalité a quand même permis de faire parler des esclaves en Mauritanie. Le troisième thème est celui de la démocratisation qui a été une démocratisation de façade et dont nous vivons l'état pervers jusqu'à présent. Parce que si jusqu'à présent, notre démocratie traîne du pied, c'est parce qu'elle avait été mal enclenchée. Enfin, c'est le thème qui, de mon point de vue, constitue la trame même
qui, se voulant tendre vers la modernité, elle se ressource encore dans un passé obscurantiste, un passé pervers, un passé inégalitaire. Elle perpétue malheureusement, ostentatoirement, à travers toutes les manifestations de la société, en tout lieu, place et moment, aux grandes dames des hommes et femmes patriotes, sérieux et soucieux de l'avenir de ce pays et de l'avènement d'une société égalitaire et démocratique, abritant tous ses fils sans distinction de race, ni de culture, ni de rang social. Donc, j'ai quand même voulu parler de façon percutante de ce qu'est la réalité de la Mauritanie, de ce que sont nos attentes, de ce que sont nos aspirations, de ce que c'est que l'on dit à l'autre, de ce qu'on dit aux organisations internationales et de ce que nous vivons, nous, en Mauritanie. Donc, c'est dire que nous avons encore de grands pas de géants à franchir pour sortir de l'ornière, de ce qui pourrait provoquer éventuellement des conséquences pas très italiennes, toutes parties confondues. Donc voilà ce que, de mon point de vue, le roman, ce que j'ai voulu dire à travers ce roman, et qui, de mon point de vue, reflète une des réalités mauritaniennes. D'autres peuvent avoir... Monsieur Borbos, vous m'entendez? Donc, on voit que ce que j'appelle souvent, vous soulevez ce que j'appelle souvent la lâcheté des majorités. Dans toute l'histoire de l'humanité, on a vu que des minorités vivent souvent des injustices, mais c'est rare de voir parmi les majorités qui sont confortablement assises, en tout cas, des personnes se lever pour lutter contre ce fléau. Donc, la Mauritanie, on sait qu'il y a l'activiste Biram Da qui lutte depuis des années contre l'esclavage et qui a même été emprisonné plusieurs fois. Aujourd'hui, vous, qu'est-ce que vous attendez réellement des organisations internationales pour parler de ce fléau? On a vu que Donald Trump avait exclu la Mauritanie de la Goa. Donc, qu'en est-il aujourd'hui? Je rappelle que nous sommes en live depuis Nouakchott avec un auteur, un ancien ministre des Sports, entre autres, M. Mohamed Borbos. J'essaie de faire un petit résumé parce que je viens de voir qu'il est sorti du live, mais il va essayer de revenir certainement. Donc, nous avions parlé dans ce live de la situation politique en Mauritanie, des droits de l'homme, mais aussi de la question sécuritaire au Sahel, la lutte contre l'insécurité, le terrorisme, de la situation du Mali à la Mauritanie. Nous avons aussi parlé de la gestion de la crise sanitaire Covid-19. Et là, l'auteur nous parlait des grandes lignes, en tout cas des grands moments de son roman. Voilà, l'enfer, le coq ne se repose pas. Un livre très intéressant, l'enfer hier dans le coq, aujourd'hui dans l'âme, que le coq ne se repose jamais. Donc, un roman qui pointe les lacunes, en tout cas qui dénonce l'esclavage au niveau de la Mauritanie. Malheureusement, notre auteur n'est plus en ligne. On aimerait bien lui laisser un dernier mot pour faire sa conclusion. On essaie de voir s'il va se reconnecter quelques instants. Sinon, nous vous remercions d'avoir suivi ce live. En un moment, nous nous excusons. La connexion n'était pas très bonne du côté de Nouakchott. Merci en tout cas pour votre compréhension. Encore une fois, on essaie juste d'attendre quelques instants pour voir si M. Borbos va de nouveau apparaître. Nous sommes en direct donc de Paris pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Aussi, je le dis souvent, partagez IK News pour permettre simplement à ceux qui sont loin et ceux qui ne connaissent pas ce média de proximité de vivre l'actualité. Voilà, merci en tout cas pour votre fidélité. Monsieur Borbos, je vois que vous n'êtes pas encore revenu. Le live avait commencé à 17h. On a fait 42 minutes de live. En tout cas, merci beaucoup. C'est dommage. J'aimerais vous revoir apparaître à nouveau pour faire votre conclusion, en tout cas pour dire au revoir à nos invités ou à nos auditeurs ou aux personnes qui nous suivent. Mais malheureusement, du côté de Nouakchott, la connexion n'est pas très parfaite aujourd'hui.
Merci à vous, Ibrahima Ndiaye, depuis Paris pour IK News, et à bientôt sur un autre sujet d'actualité. Monsieur Borbos, je rappelle que vous êtes un ancien ministre des Sports, vous avez aussi occupé d'autres postes au niveau de la Mauritanie et vous êtes aussi président d'un parti politique au niveau de la Mauritanie. Merci à vous de nous avoir accordé en tout cas cet entretien sur IK News et à bientôt. Merci beaucoup.